ma réaction. La première fois que tu m'as dit qu'on ne t'avait jamais tapé, j'étais choquée à un point. Genre, pour moi, ça n'existait pas. La seule chose que je me disais, c'était ma mère ne m'aime plus. C'était vraiment juste ça. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Big Sis Talks. On est du coup sur la deuxième partie de notre épisode élever des enfants heureux mais disciplinés. La seule chose que je me disais, c'était ma mère ne m'aime plus. C'était vraiment juste ça. Et ça, c'est terrible. L'amour d'un parent, il doit être absolument inconditionnel. Sur l'équilibre aussi. L'équilibre du coup de ce que va apporter chaque parent. Il y a un peu ce truc du gentil parent, le parent plus strict, etc. Ah ouais, ça c'est horrible. Mais ça. Je déteste. En fait, les deux doivent adopter. En fait, concrètement, il faut rester sur la même ligne. Il doit y avoir une ligne directrice. C'est ça. Mais après, les rôles doivent. Il n'y aura pas les mêmes points d'importance pour les deux. C'est ça. Ouais. En fait, et au-delà de ça, il ne doit pas y avoir un parent strict, un parent permissif. Ça, c'est horrible. Ça doit toujours en fait s'équilibrer. C'est-à-dire que le père, un jour, sera le parent permissif. Le lendemain, il sera le parent strict. Et la mère, inversement. Exactement. Et surtout, ça va dépendre des sujets. C'est ça, ça dépend des sujets, ça dépend des périodes de... par exemple, mon père, pendant qu'on était tout petit, tout jeune, il ne pouvait pas forcément être présent. Quand il était présent, du coup, c'était surtout... Il n'était pas en prison, précisons-le. Non, non, c'est juste qu'il travaillait loin. Il travaillait dans une autre ville. Et du coup, en fait, il partait la semaine, il revenait le week-end. Du coup, on a eu à peu près la même chose, parce que moi, du coup, mon père était poids lourd, donc pareil, il partait pendant longtemps. Ouais. Mais du coup, c'était lui le parent fun. Je me rappelle que pendant une période, c'était surtout mon père qui était plus permissif, et ma mère qui était plus stricte. Et puis à d'autres périodes, c'était mon père qui était plus strict, ma mère qui était plus permissive. Et je me rappelle que, du coup, on avait toujours ce truc à se dire, attends, en ce moment, c'est plutôt à maman qu'il faut demander ça. Ouais. Non, là, c'est à papa qu'il faut demander. Ah non, je vais pas demander ça à maman, elle va me gronder. Ah non. Et du coup, on n'a pas ce truc de papa était super dur avec nous et maman était trop gentil, ou inversement, maman était trop dure et papa, c'est lui qui était super gentil. Non, c'est vraiment des périodes. Du coup, j'ai pas cette sorte de ressentiment de me dire oui, on a passé des bons moments avec maman ou papa et puis... L'autre, voilà. il était hyper rabat-joie, machin. Quand mon père a pu être plus présent, il a été parfois plus fun, parfois moins fun, parfois... Mais... c'est pareil pour nous, au final, c'est ce qu'on applique. Chaque parent a apporté en fait son mode d'éducation et ce qu'il avait aussi apporté. Ouais. Pareil, quand on a pris de l'âge aussi, que ce soit mon frère ou moi, mon père nous a apporté d'autres choses que ma mère n'allait pas forcément nous apporter en termes de que ce soit de présence ou de conseils ou autre. Chaque parent doit apporter ce qu'il a apporté quand il a à l'apporter. Mais ça ne doit jamais venir en conflit. Il ne doit jamais y avoir de stéréotypes. Voilà, de lui c'est le bon, lui c'est le mauvais. Même au-delà de ça, dans le couple, ça apporte de la frustration aussi. Tu es là à te dire, moi j'ai toujours le mauvais rôle. Ouais, c'est ça. Moi j'ai toujours le mauvais rôle. C'était un peu le cas de ma mère. Il n'y avait pas d'équilibre du tout dans leur couple. C'était toujours mon père qui avait le bon rôle, qui était le parent fun, etc., le parent permissif. Et du coup, ma mère avait toujours le mauvais rôle. Sauf que au final, c'était pas forcément le cas parce que, c'était peut-être un petit peu le cas sur le moment parce que quand t'es enfant, tu fais pas vraiment la part des choses. Mais c'est vrai que sur le long terme et surtout à l'adolescence, on a bien compris tu prends du recul. Voilà, tu prends du recul, etc. Et au-delà de ça, ma mère, contrairement à mon père, elle a toujours été juste et surtout, elle nous a toujours traités comme des adultes. C'est ça aussi la différence. C'est que mon père, c'était tu fais ça parce que je suis ton père et tu te tais. Voilà, c'était vraiment ça. Alors que ma mère, elle nous a toujours pris en compte, elle a toujours été bienveillante, elle a toujours essayé de nous comprendre. Et du coup, ça, forcément, ça fait la différence. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de discipliner ses enfants parce qu'ils nous remercient après. Et du coup, notre fille, elle nous dit tout le temps la même chose. Je sais pas si tu te souviens, mais elle est tout le temps en train de nous dire même si tu me grondes, je t'aime beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Et elle a 4 ans, elle a 4 ans, mais elle comprend, elle sait, parce qu'on lui explique à chaque fois. Je dis, mais moi, est-ce que tu crois que j'ai envie de te gronder? Est-ce que tu crois que j'ai envie de me fâcher pour telle ou telle chose? Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que, par exemple, je sais pas, que tu te dépêches le matin parce que, le car va passer et il y aura, tu pourras pas le prendre, etc. Moi, c'est pour toi. Et au-delà de ça, si jamais tu te dépêches de faire les choses obligatoires, tu auras plus de temps, par exemple, pour jouer le matin. Et du coup, c'est une manière vraiment de lui faire comprendre que il n'y aurait jamais de leçon sortie de nulle part. On n'a aucun plaisir à la discipliner. Exactement. C'est vraiment uniquement pour son bien. Et on lui explique à chaque fois toujours que c'est pour son bien. D'ailleurs, il y a autre chose aussi qui je trouve, est assez génial avec notre fille. Pour l'instant, on peut pas encore le dire pour notre fils. Il est encore un peu petit. Il vient d'avoir 14 mois. C'est le fait qu'elle franchement, de toute sa vie, elle n'a quasi jamais fait de caprice. Vraiment. Non.
Très, 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 très peu. Alors, ça, je l'attribue à plusieurs choses. La première, c'est que les rares fois où elle faisait un caprice, je calcule pas. Moi, j'ai toujours appris à mes enfants, c'est tu me parles, d'accord. On parle. Il y a pas de. En fait, il y a rien qui va ressortir du fait de pleurer, de se jeter par terre, etc. Et ça, elle l'a compris. C'est-à-dire que quand, voilà, elle se jetait par terre, elle pleurait, machin, je ne la calcule pas. Je fais comme si elle n'existait pas. Une fois qu'elle est calmée, je lui parle parce que le but c'est pas de faire voilà le tu n'existes pas, hein, c'est pas ça. Une fois qu'elle est calmée, c'est de lui expliquer. Moi, ça marche pas avec moi ça. C'est-à-dire que le fait de pleurer, de crier, ça ne te fera jamais obtenir quoi que ce soit de ma part. Si tu veux quelque chose, tu parles, tu utilises des mots et on discute. Et si jamais c'est non, eh ben, c'est qu'il y a une raison. Je te dis non parce qu'il y avait une raison. Du coup, il y a. Parfois j'essaye de prendre un peu. Enfin, de m'imaginer ce que pourrait penser quelqu'un qui nous écouterait pendant qu'on lui parle. Ouais. Des fois c'est comique. Des fois, elle est en train de pleurer. On la regarde, on fait c'est logique là ce que tu fais. Je fais non. Est-ce que c'est logique? Et puis on commence en fait à raisonner et à déconstruire pourquoi elle est en train de pleurer. Par exemple, je sais pas, son père, hier, elle s'est mise à pleurer parce que son père a mangé la dernière brioche au chocolat. Parce qu'il adore voler la nourriture de tout le monde. Et Elle du était coup. en train de sécher sur le comptoir. Tu veux donner une brioche séchée à ta fille, c'est ça? Ouais. Oui. C'est un peu facile, Oui. ça. Il y a beaucoup de nourriture qui disparaît. Ouais, c'est les fourmis, ça. Non, plus sérieusement. Bon, du coup, voilà, c'était pas ses brioches à elle en particulier, c'était les brioches de tout le monde. Mais du coup, son père a mangé la dernière alors qu'elle pensait la manger. Et du coup, elle commence à pleurer et on lui dit, mais si tu pleures, est-ce que tu penses qu'il y a une brioche qui va apparaître par magie? Et là, elle comprend mieux. C'est-à-dire que voilà, là, on peut pas aller au magasin, il n'y a pas de brioche. Soit tu pleures, mais ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de brioche qui va apparaître. Soit tu trouves une idée voilà, d'un autre goûter, quelque chose d'autre que tu souhaites. Et dans ce cas-là, on peut faire en sorte que ça se réalise. Mais on essaye vraiment d'apporter un maximum de logique. Et encore une fois, il y a un âge pour chaque chose. Ce raisonnement-là, il y a 2 ans, ça marche pas. Non. Il faut juste attendre que ça se calme et il faut surtout essayer de divertir autrement, c'est-à-dire de lui donner autre chose C'est pour pour ça qu'elle qu'il oublie faut sa brioche. constamment s'adapter au fur et à mesure, remettre en question sa façon de faire les choses. On n'éduque pas un enfant de 2 ans comme on éduque un enfant de 4 ans. Mais, par contre, on peut essayer d'élever un enfant de 2 ans comme un enfant de 4 ans. Il faut toujours essayer. Il faut toujours... Enfin, qui peut le plus, peut le moins, je ne sais pas si ça s'adapte, si ça s'utilise là, dans ce contexte-là, mais il faut toujours essayer le maximum. Essayer d'apporter le maximum en termes de vocabulaire, en termes d'activité. Il ne faut pas limiter l'enfant. Il ne faut pas se dire, bon, là, il a 2 ans, bon, il est capable de... Ils sont tellement Non, capables. ils sont capables d'énorme. Je vous jure. Et je vais juste... c'est peut-être anecdotique. Dans ma fratrie, on a tous sauté au moins une classe. J'en ai sauté 2. Mon frère et ma sœur en ont sauté une et... enfin, ils auraient dû en sauter 2. Il y a eu certaines circonstances en fait à l'école qui ont fait que, en fait, quand mon frère, quand mon frère a dû sauter une classe, ça s'est ébruité en fait chez les autres parents. Ouais. Et ils ont tous voulu faire tester leur enfant, etc. Et en fait, l'école s'est retrouvée avec une surcharge de travail par rapport à tout ça. Et du coup, ils ont dit, bah, il y aura pour personne. Quoi. Voilà, en fait, du coup, il a sauté une classe, mais quand il a été question d'en sauter une deuxième, la question s'est moins posée. Puis même lui, il voulait rester avec ses amis. Il voulait rester avec ses copains. Ma sœur, quand elle a dû en sauter une deuxième, la psychologue, du coup, à l'époque, estimait qu'elle n'avait pas l'intelligence émotionnelle suffisante. Elle était trop hypersensible. Ça aurait été trop compliqué pour elle, du coup, de se détacher de ses amis, des habitudes qu'elle avait formées, etc. Oui, et d'être avec des enfants beaucoup plus jeunes qu'elle, etc. Enfin, elle était trop sensible pour ça. Ouais. Mais du coup, on a tous sauté une classe. Et parmi les enfants que ma mère a gardés, il y en a plusieurs également qui ont sauté des classes. La plupart, du coup, ils ont appris à lire avant d'arriver au CP. Donc, et pourtant, tous venaient d'horizons différents, d'origines différentes, de religions différentes, de cultures différentes, de situations socio-économiques différentes. Il y a un schéma, voilà. C'est bien que ça fonctionne. C'est ça. Il y avait des enfants de cadres, des enfants d'ouvriers, il y avait de tout. On peut amener les enfants à faire énormément. Il n'y a pas de limitation. Il ne faut pas se dire, ouais, mais non, moi, mes parents... mes grands-parents ne savaient pas lire, mes parents sont ouvriers, moi-même, je n'ai pas vraiment réussi à l'école, mes enfants n'arriveront pas. Non. Il ne faut pas se dire non plus, ouais, lui, ça se voit. Non, il ne faut pas... Si on met... En fait, il y a une expérimentation qui a été menée avec des puces. On mettait en fait des puces dans un verre, on plaçait une sorte de carton, quelque chose en fait, pour les empêcher de sortir du verre. En fait, si on laisse les puces assez longtemps dans cet environnement-là, une fois qu'on retire le carton ou ce le qui est bloqué, verre, elle reste exactement au même endroit. Elle ne saute pas plus haut.
Si vous mettez une limitation à votre enfant, Ouais. il ne la dépassera pas. Ouais. Mais c'est logique de toute manière. Si j'ai un sou dans la poche, j'ai un sou dans la poche, je peux pas donner plus que ce que j'ai dans la poche. Si je donne à mon enfant la capacité d'apprentissage d'un enfant de 2 ans, il aura la capacité d'apprentissage d'un jeune... Oula, attends. Oula, j'ai bugué. Il aura la capacité d'apprentissage d'un enfant de 2 ans. Si par contre j'estime qu'il peut parler, lire, s'exprimer, courir comme un adulte, ben, je vais lui fournir les mêmes outils. Et peut-être qu'il aura... Il va se développer beaucoup plus. plus vite. Ouais, exactement. Mais c'est ça qui est impressionnant. Si vous aviez vu notre fille à 2 ans, vraiment, même avant 2 ans en fait, je dirais à peu près 20... À partir de 20, entre 20 et 22 mois. Entre 20 et 22 mois, elle tenait des conversations complètes. Des conversations complètes. Et beaucoup pensent que c'est impossible ou que c'est rarissime, mais c'est pas le cas. Il y a des choses à mettre en place. Et d'ailleurs, on va en faire un podcast, je pense, parce que c'est vraiment... ça nécessite de développer vraiment davantage. En fait, c'est des outils, sauf évidemment problème particulier, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, enfin non, c'est toi qui l'avais dit d'ailleurs, que voilà, il peut y avoir des choses qui font que ça va causer un retard. Si l'enfant a un retard de développement lié à un problème de santé, s'il y a un choc émotionnel, s'il y a une instabilité familiale, si... on peut pas avoir les mêmes standards pour ces cas-là. Pareil, si les parents ne sont pas en mesure de s'investir, parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de l'implication des parents, du fait qu'il faut. Mais parfois, on peut pas, c'est tout. On fait ce qu'on peut. Comme je disais, exactement. si j'ai un sou dans la poche, j'ai un sou dans la poche, je peux pas en donner 2. Je sais pas, la mère a une maladie grave, le père travaille toute la journée, bah, malheureusement, il y aura pas possibilité de faire plus. Et c'est pas un blâme, c'est un vraiment, sujet très c'est important important. aussi, c'est la culpabilité qu'on peut ressentir en tant que parent. Évidemment, tout parent normalement constitué veut le meilleur pour son enfant, c'est logique. Mais si toi-même, tu n'es pas dans les bonnes conditions pour apporter tout ça, comment tu veux le faire? Les anciens disaient, il est vivant, il respire, il a mangé. Exactement. Donc, exactement. En fait, les standards étaient tellement différents à l'époque. Les standards étaient différents, mais parce que le contexte était différent. Tout le monde n'avait pas forcément les moyens d'élever ses enfants à la maison, etc. C'était compliqué. Et puis même on n'avait pas les ressources qu'on a aujourd'hui. Parce que moi, en fait, si j'avais pas eu les ressources dont on dispose aujourd'hui, je pense que j'aurais fini du coup par refaire les mêmes erreurs que mes parents ont faites. La raison pour laquelle j'ai pu du coup m'en détacher, c'est parce que justement j'ai énormément appris. J'ai appris sur les capacités des enfants. J'ai appris sur le fait que frapper ne sert à rien, que ça fait plus de mal que de bien en réalité. Le fait de pouvoir être à la maison aussi, de pouvoir être à la maison, passer 10 heures à l'extérieur dans un bureau. Ça change absolument tout, c'est incroyable. Et à l'époque, même si les mamans avaient tendance à rester à la maison, elles avaient souvent plus d'enfants aussi. Donc c'est plus difficile d'accorder à chacun. C'est pour ça aussi nous on aimerait idéalement, après évidemment c'est pas notre décision, mais on aimerait idéalement s'arrêter à 2 enfants parce qu'on a aussi bien conscience que plus tu en as, plus c'est difficile parce que tu peux pas donner la même chose aux 2. Et je vous jure, avec 2 on galère déjà, hein, c'est super dur. Enfin, moi c'est vrai que tu parlais de culpabilité tout à l'heure, j'avais jamais ressenti de culpabilité quand on avait que notre fille. Je l'avais jamais ressenti. Pourquoi ? Parce que j'estimais que bah du coup je faisais de mon mieux, même si tout n'était pas parfait, j'estimais que voilà, je faisais de mon mieux. Je voulais pas rentrer dans ce truc de culpabilisation, machin. Et puis surtout, bah, c'est à elle qu'on consacrait déjà tout notre temps. Donc du coup, même si rien n'était parfait, je culpabilisais jamais. Depuis que du coup, on a eu notre deuxième, je vous jure, il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne sois mangée par la culpabilité. C'est logique parce que tu te dis... Parce que en fait, si je consacre du temps à lui, j'ai l'impression de la léser elle. Si je consacre du temps à elle, j'ai l'impression de le léser lui. Et en fait, c'est jamais assez bien. C'est jamais bien. Ouais, mais... Le soir arrive et j'ai toujours l'impression de ne pas avoir assez bien fait. Au final, ce que tu as donné à la première, le premier a droit aussi. Bah oui, c'est ça qui est difficile. C'est que du coup, elle... pendant toutes les années où il n'était pas là, eh ben, elle a eu droit à notre attention pleine et entière. Mais d'un autre côté, je ne peux pas l'ignorer, elle, maintenant, pour me consacrer à lui, parce que pour être juste, il faudrait... c'est ce qui est difficile aussi. C'est super dur. Parce que quelque part, en fait, il y a plein de choses. Il y a plein d'aspects. Il y a le fait que tu as placé un standard en fait, avec la première, tu te dis, le premier, il faut qu'il ait pareil. C'est ça. Il faut qu'il ait autant d'attention. Le deuxième, pardon. Le deuxième doit avoir la même chose. Il faut que je lui donne autant d'attention, autant de présence, autant de ci, autant de ça, autant de ça. À côté de ça, la première, elle est toujours là. Bah elle continue de grandir. Tu peux pas l'ignorer. Voilà, elle a pas encore 18 ans. Elle n'est pas majeure. Oui, elle a un stade de sa vie très important. Et donc surtout, elle a besoin de jalousie. aussi. Mais ça, justement, j'ai un truc pour vous. Lorsque je vais... Et d'ailleurs, ça a backfire un peu. Ça s'est retourné un peu contre moi. Lorsque je vais avoir tendance à gronder l'aîné, ça va être, par exemple, le bus scolaire est arrivé. Elle est en train de traîner volontairement pour ne pas mettre ses chaussures. Donc elle est là, à droite, à gauche. Et je veux dire, mets tes chaussures. Oui, mais attends, mettez. Et d'un coup, stop, tu mets tes chaussures, dépêche-toi. Mais je voulais. Elle se mâche au nez. Du coup, le petit va être à côté parce qu'il est obsédé par l'extérieur. Il va être dehors tout le temps. Donc en général, il descend avec nous lorsque l'aîné va
dans le bus scolaire. Donc il est à côté. Et généralement, il va faire un son parce qu'il est en train de jouer ou autre. Il va être là, et je vais lui parler. Et je vais commencer à me chamailler un peu avec lui, à lui dire stop, tu arrêtes de défendre ta soeur pour un oui, pour un non. Elle doit mettre ses chaussures. En général, il va répondre. Il va être là, et on commence à engager un dialogue où en fait je fais semblant de m'embrouiller avec lui parce qu'il défend sa sœur à tort et à travers. Et je fais les dialogues. Je dis comment ça c'est normal qu'elle traîne. Et elle, en fait, c'est quasi instantané. Elle s'arrête de pleurer, elle a un grand sourire. Elle va le prendre dans ses bras en lui disant merci mon frère. Ça lui fait non seulement oublier pourquoi elle pleurait, mais en plus ça les rapproche tous les deux. Ça les rapproche. Et lorsque je disais que ça s'est retourné contre moi, c'est que maintenant en fait le deuxième s'est pris au jeu. Oui, et maintenant il a compris. Chaque fois qu'il m'entend gronder sa sœur, il arrive en courant, tac 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 tac, et il commence à me crier dessus. Et il est vraiment énervé. Il s'est vraiment pris au jeu. Ouais, exactement. Mais ça les a soudés. Ouais. Ça les a rapprochés. Je trouve qu'ils sont beaucoup moins jaloux. Ouais. Enfin, qu'elle est beaucoup moins jalouse que. Ouais. Pareil. J'estime qu'il y a des batailles qu'il faut pas mener. C'est-à-dire que moi, je pars du principe, si jamais j'ai interdit quelque chose, mais que je vois que ma fille le fait en douce, par exemple, imaginons, je lui ai interdit de donner telle chose à son frère. Alors évidemment, sauf s'il est en danger de, voilà, si j'ai interdit de lui donner des ciseaux et qu'elle lui donne des ciseaux. À partir de quelle taille de couteau Voilà, à moins qu'il y ait un danger, bien évidemment. Mais si je vois du coup qu'elle brave un interdit pour se rapprocher de son frère, après ça c'est ma vision personnelle, j'estime que j'interviens pas parce que en fait le bénéfice est plus grand derrière, c'est-à-dire que ça va les souder, là ils vont être plus proches et pour moi c'est le but ultime. Pour moi, vraiment, si mes enfants sont proches et peuvent compter l'un sur l'autre, j'ai réussi ma mission. Tu leur en parles beaucoup. Ouais. Tu leur en parles beaucoup. Je leur en parle tout le temps. J'explique tout le temps à ma fille que plus tard, elle pourra compter que sur sa famille et plus tard, elle pourra compter que sur son frère et que ce sera voilà, la personne la plus importante dans sa vie et que un jour, on sera plus là parce que ma fille a parfaitement compris le concept de vie, de mort, etc. Et c'est pas quelque chose qui l'atteint, qui l'impacte ou quoi que ce soit. Elle a bien compris qu'un jour, on sera plus là. Quand on parlait de ne pas mettre des limites et d'expliquer les choses, il n'y a pas de sujet trop dur. Ouais. Évidemment, il y a des choses il faut voir comment l'enfant réagit. Mais il n'y a pas de sujet trop dur. Tous les sujets de la mort, de la vie, du paradis, de l'enfer, etc. C'est ça. Pareil, il y a, même en termes de religion, j'ai entendu souvent des gens dire mais c'est bon, pourquoi tu parles de religion à un enfant à tel âge, etc. Ah, mais ça, c'est terrible. Ça n'existe pas, en fait. À partir du moment où religion, elle est censée, guider la vie. Guider sa vie. Comment tu peux attendre de lui donner une guidance à 18 ans ? Ça n'a aucun sens, quoi. Ouais. Et c'est encore plus important parce qu'on vit en Malaisie. Et certes, c'est un pays musulman. Donc, mais il y a des présences d'autres religions qui sont parfois incompatibles. La Malaisie, c'est un pays multiculturel, multiethnique, qui est officiellement un pays musulman, mais avec la liberté de religion. C'est-à-dire qu'il y a des temples bouddhistes, hindous, il y a des églises de partout. Et cette sorte de mélange de cultures fait que parfois, les frontières sont un peu brouillées. Et même les musulmans vont... S'ils connaissent pas bien leur dîn et les limites, notamment tout ce qui est association, etc., ils vont avoir tendance à prendre des petites choses qu'ils pensent être culturelles. Par exemple, pour le Nouvel An chinois, l'école a organisé une petite réception. Et à un moment donné, à la fin, il y avait une sorte de cérémonie, une sorte de rituel, c'est ça. Et c'était une sorte de... Je connais pas le nom, mais c'était une sorte de saladier avec les différents éléments bien rangés. Donc les carottes étaient très bien rangées, la salade était bien organisée, les graines de sésame par-ci, tout était compartimenté. Et le concept, en fait, c'est de se mettre autour de la table, de prendre les baguettes, après avoir récité un truc comme bonne année, bonne santé, quoi, l'équivalent. De mélanger tout ça. En fait, c'est censé apporter la prospérité dans l'année parce que chaque élément, la carotte va apporter la chance, les graines de sésame vont apporter la richesse dans le foyer. Si tu mélanges bien 3 fois, c'est du shirk. Voilà. Mais c'est pas parce que c'est une enfant que c'est pas grave. Et au contraire, c'est comme ça qu'on apprend à ses enfants. Donc en fait, après, voilà, si vous n'êtes pas religieux, vous n'êtes pas religieux. Évidemment, ne faites pas attention à cette partie du podcast. Mais si c'est le cas, par pitié, faites-le dès le plus jeune âge. Parce que c'est terrible, en fait, dans notre communauté, surtout, comment des personnes arrivent à l'âge adulte en n'ayant aucune conscience que certains de leurs comportements sont extrêmement graves. Parce qu'ils pensent que c'est une question juste, moi, je le fais juste pour m'amuser ou moi, je le fais juste... Voilà. Mais non, pas du tout. Et ça, typiquement, ça a été compliqué parce qu'elle voyait ses amis faire mélanger, etc. Elle voulait faire pareil parce que c'est amusant. Voilà. Tu mélanges un truc avec des baguettes, tout le monde s'amuse, c'est ça. Mais il fallait lui expliquer. Et elle était triste parce qu'elle voulait participer avec tout le monde. Une fois qu'on lui a expliqué, elle est passée à autre chose. Exactement. Il faut expliquer les choses. Exactement. Il ne faut pas se dire c'est bon, elle est petite, elle voit pas le mal. D'accord, elle voit pas le mal maintenant. Elle le verra pas forcément l'an prochain. À partir de quand est-ce qu'elle le voit ? Et une fois que c'est devenu une habitude pour elle, si tu as mis un sapin de Noël chez toi parce que c'est pas grave, c'est pour faire plaisir aux enfants. Tu vas leur enlever à quel âge ?
10, 15 ans, 20 ans. Ouais, Ils ont toujours c'est vécu comme ça, exactement. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà 1 heure, je crois, quasiment. Que... Ouais, ça... ça fait quasiment 1 heure. J'espère qu'il vous a plu. Si jamais il y a des choses que vous souhaiteriez qu'on développe, alors on a déjà prévu de développer du coup la partie sur le langage. Si vous avez des questions plus en particulier, n'hésitez pas à nous les poser. S'il y a d'autres choses que vous aimeriez évoquer au niveau de l'éducation, etc. Mettez des commentaires. Exactement, toujours dans les commentaires. C'est un sujet qui nous intéresse énormément. Comme je pense que vous avez dû vous en rendre compte, c'est vraiment un sujet de prédilection chez nous. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt sur Bexes Talks.